Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, sans surprise, comme ce sera écrit dans le titre de la vidéo, nous allons parler de l'arrêt de la tétine. À savoir que pour nos 3 enfants, on a décidé de leur mettre la tétine. Voilà, dès leur plus jeune âge, dès leur premier jour de vie, on a mis la tétine à nos enfants. Est-ce une bonne idée ou pas? Peu importe. L'important en fait, c'est de se dire qu'à partir du moment où vous, parents, vous décidez de mettre la tétine à vos enfants, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, après, il faut en assumer les conséquences et donc assumer le fait qu'à un moment donné, il va falloir arrêter cette tétine, faire en sorte que l'enfant se détache de cet objet d'attachement, on va y revenir, et s'en détache sans encombre, donc à l'accompagner. Il ne s'agit pas de faire les choses brusquement. Il faut y aller tranquillou. Voilà, c'est quelque chose que le bébé n'a pas demandé, c'est pas quelque chose que le bébé dont le bébé a besoin, pas du tout, ça ne fait pas partie des besoins d'un bébé. En revanche, ça fait partie de l'envie des parents. On fait bien la nuance, hein, ici, on aura compris. Donc nous avons eu l'envie de passer par ce petit substitut parce que tout un tas de facteurs qui a fait que nous avons décidé de mettre la tétine à nos enfants. Il y a des personnes qui font très bien sans, chacun fait comme il veut. Sauf que, à partir du moment où vous avez décidé de mettre la tétine, c'est ce qu'on s'est dit de toute façon, après, il faut assumer et donc l'arrêter. Donc là, nous allons faire un petit point question développement psychologique de l'enfant, comment il perçoit les choses, etc. Un petit peu comme je vous ai fait pour l'arrêt des couches, tout ça, pour que vous compreniez dans quel état d'esprit se trouve votre enfant à ce moment-là, comment faire, à quel moment le faire, etc., etc. Alors, concernant ces stades de développement, moi, je vais me baser sur sur les écrits de Freud, tout simplement, sur ses recherches. Après, qu'on soit freudien ou pas, je ne suis pas freudienne, je suis d'un autre bord, mais voilà, il y a des choses sur lesquelles je suis en désaccord concernant Freud, mais il est vrai que ce qu'il a écrit, l'empreinte qu'il a laissée concernant ses théories, ses recherches, etc., sur les différents stades des enfants est intéressante. Donc, selon Freud, nous avons différents stades de développement, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Ces derniers se succèdent donc, évidemment, mais quelque part ne s'achèvent jamais réellement. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir de l'inachevé. Alors, ça ne veut pas dire que la personne est en régression ou n'arrive pas à avancer, etc., etc. C'est juste qu'en fait, on a différents stades de notre tout premier jour de vie jusqu'à notre dernier jour de vie. Et voilà, ces différents stades vont se succéder. Il peut y avoir des empreintes, il peut y avoir des traces de ces différents stades. Il peut y avoir, je vais dire très vulgairement, mais des petits résidus inachevés, etc., etc. Et donc, de fait, va se succéder le stade oral et le stade anal. Le stade anal, on l'a vu dans la vidéo juste avant, concernant l'arrêt de la couche. Le stade oral, alors, la dernière fois, je n'ai pas donné d'âge pour pas, voilà, mettre à mal les gens, parce que c'est toujours une fourchette et que c'est une science, ok, mais ce n'est pas une science exacte. Il y a toujours des cas différents, c'est adapté à la psychologie de chacun en règle générale. Donc le stade oral va donc de la naissance à 18 mois plus ou moins. S'ensuit le stade anal qui va de 18 mois à 3 ans. Alors pour faire un petit point aussi sur le stade oral, parce que pas tout le monde est psychologue, on va peut-être pas tout comprendre, et pour faire un petit récapépète très rapidos et très vulgaire, hein, on va pas se le faire très scientifique ici. Donc le stade oral c'est en fait lorsque vous voyez les enfants, que ce soit de tout petits, même en crèche, etc., c'est tout simplement, comme son nom l'indique, le fait de mettre des objets à la bouche, le fait de comprendre son environnement par le toucher, mais aussi par le fait de mettre des choses à la bouche. Alors au niveau recherche scientifique, pourquoi
ce sens-là, vous pourrez très bien me dire, oui, mais le toucher suffit. Non, ça serait trop simple. Pourquoi il est important dans le développement de l'enfant de mettre des objets à la bouche et pourquoi ça nous fait chier à nous les parents? Tout simplement parce que le goût, ok, est un des sens les plus développés grâce aux multiples terminaisons nerveuses que l'on a dans la boca, dans la bouche. Donc, par l'appréciation de tous ces objets que l'enfant mettra à la bouche, les Legos, les poupées, le sable, la terre, toutes ces petites merdes, plus les objets en général, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire extrêmement attention aux tout petits objets. C'est pas sorti de nulle part, ok. C'est un fait avéré scientifique. L'enfant a besoin de déjà toucher, ok. C'est ce qu'on verra plus tard après dans l'éducation en maternelle. Les enfants apprennent énormément. L'enfant en maternelle apprend énormément par le toucher, etc., etc. Tout ça, les psychologues sont très au courant là-dessus. Et donc, voilà, quand on est en contact avec des professeurs, qu'on sait comment ça se passe, etc., on connaît ce qui se passe. D'accord? Il se trouve que la manipulation par l'objet est très importante, bien évidemment, mais avant ça, dans son plus jeune âge, avec toutes ces terminaisons nerveuses, tout ce sensoriel démultiplié, si vous voulez, grâce au goût, ok, quoi qu'on en dise, il est très important de faire attention aux tout petits objets qui traînent dans la maison parce que ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, c'est pas fait pour le marketing d'une boîte sur une poupée Barbie ou sur un jeu de Lego, de Polly Pocket ou de machin. Si vous regardez par exemple les Lego, les toutes petites pièces de Lego sont adaptées à des enfants plus grands et les gros Duplo, les trucs comme ça sont vraiment donc de taille beaucoup plus mouse pour développer la motricité fine des enfants, mais adapté, disons que l'objet est gros par rapport à l'enfant qui lui est tout petit, déjà avec sa petite main, sa petite bouche, tout ça, ça sera beaucoup plus difficile. À la limite, il va le faire un petit peu comme un petit chien va mordre un petit nonos, mais il va pas l'enquiller dans la bouche. Le Duplo est vraiment fait pour être attrapé, manipulé par l'enfant, mais certainement pas pour être avalé. Donc ça, c'est un truc, attention, prévention pour les jeunes parents qui seraient là, qui seraient pas au courant, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Ici, on fait toujours un petit peu de prévention. Les objets, les tout petits objets, quel que soit l'objet, il faut être très vigilant quand vous allez à la plage, quand vous allez dans les squares, s'il y a du sable, voilà, pour les jeux sensoriels, etc. Faites attention, les graviers, les pierres, on m'aura comprise, hein. Faites attention parce que ce n'est pas un mythe. Quand on voit sur les boîtes, attention à un certain âge, etc., c'est parce que certains objets sont petits et les enfants, selon le stade, mettent beaucoup, enfin tout le temps, les objets, tout ce qu'il aura sous la main, à la bouche. Et donc, à cette phase-là, il va découvrir son environnement par... Alors là, on va parler d'un cas général, on va pas parler de tout ce qui est maladie, cécité, etc. D'accord? On part du principe que, voilà, tous les sens sont en éveil. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entendre, il va voir, il va goûter, il va toucher, etc., etc. Et comme je vous ai dit, le goût est le sens le plus développé. Le stade oral, ça s'achèvera généralement avec l'acquisition de la parole. Alors, il ne va pas vous sortir une tirade, il ne va pas vous sortir une poésie, mais l'enfant va développer de plus en plus son vocabulaire, va l'affiner et va bien évidemment l'enrichir. D'accord? Donc, ça sera au début des petites consonnes, des petits me, des petits o, des petits a, ça va là, il va sortir des petits sons et ensuite ces sons vont modeler des mots, ok? C'est pour ça qu'on appelle ça le stade oral, donc l'oralité, ok, le fait de s'exprimer, l'oral tout simplement, le fait de parler. Tout de suite après, comme je viens de vous le dire, arrive le stade anal. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo concernant l'arrêt des couches. Le stade anal, c'est quoi? C'est le fait que l'enfant arrive à maîtriser ses sphincters et donc être maître de son propre corps. Donc juste avant, on a l'enfant qui, dans son environnement, est à l'écoute de son environnement, a capté plus ou moins les choses, ok? Et ensuite devient maître de
son environnement et ensuite de lui-même. Donc on part d'une motivation extrinsèque qui est donc tournée vers l'extérieur, ok, on peut voir ça comme dans les entreprises macro et micro, ok, donc l'enrichissement et la connaissance de l'environnement extérieur et ensuite pour se tourner vers l'intrinsèque, c'est-à-dire la personne en soi, ok, les motivations personnelles. Et donc, dans cette phase anale de développement de l'enfant, qui est propre à Freud et non pas à Piaget, concernant tous les professeurs qui seraient par ici, on va se refaire un petit cours rapidos. Piaget a développé différents stades. On va les énumérer très rapidement. Premier stade, stade sensorimoteur. Deuxième stade, stade préopératoire. Troisième stade, stade opératoire concret. Quatrième et dernier stade, opératoire formel. Basculons du côté de chez Freud. Premier stade, oral. Deuxième stade, anal. Troisième stade, phallique. Ensuite, nous avons une petite période de latence. Et enfin, dernier stade, stade génital. On pourra développer sur Freud si vous voulez un jour, qui fait ma petite divergence de point de vue concernant toute son analyse, toute sa psychologie basée uniquement sur la libido, etc. pour faire très court. Hein. Du coup, voilà, ce qu'on apprend, ce que les profs apprennent concernant Piaget, qui était un chercheur en sciences de l'éducation, et Freud, Sigmund pour les intimes, qui était un neurologue et fondateur de la psychanalyse. Mais qui est-elle? Est-elle prof? Est-elle psy? Est-elle rien? On ne sait pas. Bref, on y va, les pronostics. Allez-y, allez-y, parce que je sais que tout le monde pense quelque chose. Je vous adore, franchement, je vous kiffe. Bref. Mais on peut être au courant de beaucoup de choses. Pourquoi serait-ce moi? Pourquoi ne serait-ce pas quelqu'un de mon entourage et que je connaîtrais autant de choses? Ou pourquoi ne travaillerais-je pas avec les professionnels de l'éducation nationale, tout simplement? Pourquoi est-ce que j'en ferais partie? Bref, faites vos pronostics, on y va. De toute façon, je ne vous répondrai pas que ce soit oui ou non. Vous vous démerdez avec ce que je vous envoie, vous faites qui elle est, ce que vous voulez. Bref, c'est pas le sujet. Donc, pour en revenir à nos moutons et des choses beaucoup plus intéressantes, bien évidemment, une fois qu'on est dans ces stades-là, c'est pour ça que je vous dis que dans la psychologie de l'enfant, en gros, ce qui fait la psychanalyse et la compréhension des enfants, des tout petits, et justement, pour essayer de taper juste, nous avons ces différents stades-là qui se succèdent, mais qui peuvent aussi interférer et pas totalement être matures quand on passe d'un stade à un autre. Ça peut prendre plus ou moins de temps, ce que je vous disais. C'est pour ça que je n'aime pas donner des fourchettes. Alors, pour les professionnels, ça donne un indice, si vous voulez, ça donne une fourchette, pour appeler ça vulgairement, mais chaque personne est différente, chaque enfant est différent, voilà. Chaque famille est différente, chacun vit les choses différemment, etc., etc. Chacun a sa maturité propre, donc on a des indices bien évidemment, mais ensuite il faut faire du cas par cas, voilà. Sinon les bancs et les cabinets de psy, de psychiatres seraient vides, hein, parce que sinon ça serait une science exacte et 1 + 1 = 2 ou 11, selon vers qui on se tourne, d'accord? Donc, évidemment qu'il faut faire du cas par cas et qu'il ne faut pas s'arrêter juste à une fourchette. Moi, là, c'est vrai que je vous le donne. Je ne veux pas le faire parce que c'est quelque chose... voilà, c'est un indice pour les professionnels, si vous voulez. Mais ça ne reste qu'un indice. Pour moi, c'est variable. Voilà, chaque être est unique, chacun a son histoire, chacun a son éducation, etc. Donc, ça donne un indice, oui, mais ça n'est pas une science exacte. C'est pourquoi il y a des enfants qui sont propres plus ou moins tôt. Et il y a des enfants, pareil, avec cette figure, on va y revenir, d'attachement qui est la tétine d'objet, ok, peuvent l'arrêter plus ou moins tôt. Alors là, va entrer bien évidemment en compte le rôle des parents. Donc, en ce qui concerne la tétine, à partir du moment où les parents l'ont instaurée, nous, on était très au fait de savoir ce que cela représentait. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire tout de suite, évidemment.
La tétine va représenter ensuite chez l'enfant un objet sécure, c'est-à-dire une sécurité psychologique pour l'enfant et affective, bien évidemment. Alors pourquoi? Parce qu'inconsciemment, ça fait appel à la succion du sein que normalement doit avoir le nouveau-né. Que vous nourrissiez votre enfant au sein, que vous nourrissiez votre enfant au biberon, c'est pareil. Dans la tête de l'enfant, c'est pareil. Alors, il y a une petite nuance quand même concernant l'allaitement au sein. On n'est pas là pour développer, mais chaque femme fait ce qu'elle a envie, d'accord? On n'est pas là pour parler de ça, et moi je ne suis là pour juger personne, bien évidemment. Hein? C'est pas du tout dans mes prérogatives, si vous voulez. J'ai un aspect neutre sur quelques sujets que ce soit. Et donc, cet aspect primaire, on va dire qu'à l'enfant pour se nourrir, on va le reléguer au stade de succion, que ce soit une tétine de biberon ou une tétine de sein naturel. D'accord? Donc, pour la faire très courte, on a cet instinct primaire de succion, donc de survie de l'enfant pour s'alimenter. Parce qu'un nouveau-né ne se nourrit, je ne vous apprends rien, uniquement de lait. Si vous lui mettez devant lui un couscous, il ne va pas le manger. On est clair là-dessus, d'accord? Donc, l'enfant se nourrit exclusivement au lait et pour boire son lait, va donc développer ce système de succion, ok? Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant a la tétine dans le bec? Eh bien, il va développer également un mécanisme de succion. Alors, cette fois-ci, factice, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de lait, il n'y a rien du tout. Mais il va donc transférer cet état animal, on va dire, primaire de survie, qui est la succion de l'alimentaire, on aura compris, alimentaire, à une succion un peu factice comment dire, de plaisir, assez inutile en soi, mais voilà, de plaisir qu'il n'a pas besoin. Ce n'est pas dans ses besoins primaires. C'est pour ça que je vous ai dit en tout début de vidéo, ce n'est pas un besoin de l'enfant, c'est plus une envie des parents. Donc du coup, après, démerde-toi avec ça. C'est-à-dire que ici, on est au courant de ce que ça veut dire. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, voilà pourquoi après, certains enfants ont beaucoup de difficultés à enlever la tétine du bec. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, on parle de tout petits bouts de chou, d'accord? Eux, ils n'ont pas du tout cette maturité. Eux, leur instinct primaire, c'est la succion pour s'alimenter. Instinct primaire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui leur refourgue dans le bec une succion, mais qui ne sert à rien. C'est juste un substitut, un plaisir, un petit moment de calme, etc. Voilà, qui pourrait être calmé différemment, mais qui là est instauré par une tétine factice, ok, qui ne sert pas à l'alimentation. Alors, donc, pourquoi l'arrêt de cette tétine va être difficile? Tout simplement parce que les parents ont là mis en place un substitut de sécurité psychologique et affective pour l'enfant. Alors, ça ne veut pas dire que la tétine va remplacer le papa, la maman ou le référent en question. Ça veut juste dire que du coup, l'enfant a ce petit truc en plus qui est la tétine et qui représente tout ça. On m'aura comprise. Ça ne veut pas dire non plus que si vous mettez la tétine à votre enfant, vous êtes des mauvais parents, vous vous délestez de votre rôle de parent, vous ne faites pas face, vous ne mettez pas en sécurité psychologique et affective votre enfant. Pas du tout. Je vais prendre mon propre exemple ici puisque c'est ma chaîne. J'ai mis la tétine à mes enfants. Ce n'est pas pour autant que j'en ai fait des petites filles insécures, ébranlées psychologiquement ou affectivement, pas du tout. Ça a été un choix pour plusieurs facteurs qu'a fait notre vie à ce moment-là, de mettre effectivement ce petit substitut à un moment donné. Il n'empêche que pour les raisons qui vous sont propres à chacun ou chacune, si vous décidez de mettre cette tétine, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il va falloir l'enlever. Alors, pourquoi je vous ai parlé de stade oral et anal concernant l'enfant? Tout simplement parce que oral, on aura compris la pertinence et l'importance de ce sens, ok? Et le stade anal, quelle est son importance? C'est le fait que l'enfant se dise, je vous l'ai dit
concernant l'arrêt de la couche, l'enfant va se dire, je suis maintenant maître de moi-même, je sais contrôler mon corps, je sais me retenir, j'arrive à me retenir de faire pipi, de faire caca, et c'est moi qui décide quand est-ce que mon pipi et mon caca va sortir. Là, chez l'enfant, on passe un step au-dessus, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, l'enfant se sent, et c'est important pour lui, tout puissant. Et c'est le cas. C'est-à-dire qu'il prend vraiment les rênes de son propre corps. Et comme je vous l'ai dit, ça, que ce soit au stade anal et même après, il est très important, même quand vous le faites, là, que vous mettez en place votre petite routine de propreté, de faire comprendre que l'enfant est seul et unique maître à bord, que son corps lui appartient à lui et à lui seul. Ce n'est que lui qui décide des choses. Et ça sera très important pour la suite. En ce qui concerne tout ce qui est consentement, etc. On ne va pas partir dans un délire comme ça, mais c'est très important de faire comprendre à son enfant que, effectivement, c'est lui le maître de son corps, c'est lui qui décide. C'est pas papa, maman, la dernière fois on parlait des profs et ATSEM, c'est pas le prof ou l'ATSEM qui va décider à quel moment tu vas faire pipi. Il y a des temps pipi, effectivement, tant qu'à faire, on fait à des points stratégiques, à des moments stratégiques du temps dans la journée. Mais il n'empêche que si à un moment donné, dans la journée, tu as envie de faire pipi et que ce n'était pas le moment où on t'emmène faire pipi, tu demandes et c'est toi qui décides de quand ça vient, en gros. Et c'est toi qui sais retenir et après relâcher quand ça vient, vous voyez ? Comme n'importe quel être humain qui irait faire son petit pipi avant sa petite pause méridienne et puis qui aurait envie de pisser entre-temps dans l'après-midi, vous voyez ? C'est pas, on le sent pas venir. Ça vient quand ça vient, mais on est maître de soi, on sait gérer son corps. Et c'est exactement ce que les tout petits bouts de chou vont mettre en place. Alors, il va y avoir des temps dédiés, que ce soit par rapport à l'école, dans la maison, etc., où on va prévenir ces temps de pipi et caca, d'accord ? Mais il y aura des moments qui ne seront pas du tout prévus. Vous aurez beau faire pipi à votre enfant avant une sortie ou quoi que ce soit, avant d'aller à la plage, etc. À un moment donné, il va être stimulé, il aura bu, peu importe, et il aura envie de faire pipi. Ou vous aurez fait votre petit pipi machin, votre petit pipi caca avant de sortir, et vous allez sortir, vous allez vous aérer, vous allez goûter, et le goûter que vous aurez choisi à l'extérieur, passera moins bien et il aura envie de faire caca. C'était pas prévu et pourtant vous avez pris les précautions avant de partir. Voilà. C'est le fait de se dire on prend les précautions, on anticipe, mais ça veut pas dire pour autant qu'une fois que ces temps sont posés, tu ne fais plus. Non. Si tu as encore envie de faire pipi et caca, c'est toi qui décides, c'est toi le maître à bord. Donc quand l'enfant a bien pris conscience de son environnement, quand l'enfant a bien pris conscience de son être, de son... Alors, moi profond, là on y va un peu fort, on est un petit peu trop en avance, mais de sa propre personnalité, de son détachement par rapport aux parents, c'est à ce moment-là qu'il est propice d'arrêter la tétine. En tout cas, ce qui a été notre cas ici. Donc au début, en fait, on va passer par... Enfin, l'enfant va passer par une phase de pulsion. Il ne va pas se rendre compte de est-ce que c'est un besoin, une envie. Voilà, c'est une pulsion. Que le parent ou le référent lui aura mis, c'est une pulsion. C'est comme ça, il en a pris l'habitude. C'est son petit repère affectif, psychologique, etc. Vous aurez compris. C'est une pulsion aussi bête et méchante que ça. Ok ? Une pulsion de vie, hein ? Bon, pour pas développer encore sur les pulsions de vie et pulsions de mort. Ça ne veut pas dire qu'avoir une pulsion de mort, ça veut dire vouloir mourir. Je vous laisserai faire des recherches, on va pas faire des cours psy. Ici, on va essayer de rester calme et concise, ok? C'est une pulsion de vie, ok? C'est une pulsion comme ça, de quelque chose qu'on aura mis entre les mains ou dans le bec, pour être plus clair, d'un enfant qui n'était pas un besoin. Mais on aura développé sans le vouloir cet état donc de pulsion. Cet état de pulsion va ensuite se transformer en état de plaisir. Plaisir de
réconfort, tout ce que vous voudrez. Voilà, quand ils pleurent, on voit souvent des enfants avoir le réflexe quand ils pleurent de se mettre la tétine, ou certains des fois professionnels en crèche ou ailleurs, mettre la tétine dès que l'enfant pleure, etc. Ou même des parents, hein, tout simplement, avoir ce réflexe-là. Donc, c'est quelque chose de réconfortant qui rassure l'enfant. On se rappelle, figure... alors pas figure, mais objet d'attachement émotionnel et psychologique pour l'enfant. Et donc, quand ça bascule comme ça à un état de plaisir, c'est là où les enfants, après quand ils grandissent, quand les parents, après nous, on fait le taf, il faut arriver à faire comprendre à l'enfant, c'est là où après viennent se greffer dans l'éducation les limites, les choses comme ça, pour que l'enfant comprenne qu'il y a des limites dans la vie, la sensation de frustration, etc. etc. Là, c'est un autre sujet, mais bon, ça fait quand même partie. Et donc, faire bien comprendre à l'enfant qu'il y a le plaisir, mais il y a aussi la frustration, le fait de faire comprendre ensuite que cet objet qui a été introduit de la faute des parents, enfin des référents, d'accord, l'enfant lui il n'a rien demandé, ben, il va falloir l'enlever parce que tu n'en as pas besoin, parce que voilà. Et donc après le travail du parent, ça va être de faire basculer, basculer cet état de projection sur l'objet. C'est pour ça que je vous parlais de ça concernant l'école, etc. Que ce soit concernant la tétine ou ce qu'on appelle vulgairement le doudou, etc., etc., c'est cette projection sur un objet, quel qu'il soit, de sécurité affective et psychologique. C'est un substitut du parent. L'objet devient à ce moment-là un substitut du parent. Et donc, pour enlever cet objet, il faut que l'enfant soit mis dans une bulle, mais de nuages, ok ? Concernant ses parents, c'est-à-dire se sentir sécure affectivement et psychologiquement. Et donc, toujours pareil, ce que je vous expliquais, quand on en fait des caisses pour aller à l'école, quand on en fait des caisses pour tout un tas de raisons, pour l'arrêt de la couche, etc., montrer à son enfant que c'est tout à fait normal, que tout ira bien, que tu n'en as pas besoin, en tout cas que tu n'en as plus besoin, je choisis les mots qui vous siront le plus. Et donc après, il va falloir trouver une motivation intrinsèque, c'est-à-dire propre à l'enfant, pour qu'il arrête cette tétine. Ça peut passer par tout un tas de facteurs qui vous sont propres. Moi, je vais vous dire ce qu'on a fait. Et la troisième, bien évidemment, ça ne s'est encore pas passé de la même façon. On a pris le truc le plus bête et méchant, c'est-à-dire l'entité... Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui regardent cette chaîne, mais l'entité qui arrive à la période hivernale, vous voyez, au mois de décembre, vous voyez de qui je parle, hein, cette entité-là. Il se trouve que nos enfants en ont entendu parler à l'école, etc. Donc, on est allé dans ce mouvement-là, on a vu que ça leur faisait plaisir, qu'elles étaient heureuses, qu'elles développaient ce petit, je vous avais expliqué un petit peu, ce petit travers dans l'amour du fantastique, etc. Donc, et comme des millions d'enfants, donc nous sommes rentrés, nous aussi, dans le mythe, hein. On s'était dit, voilà, on s'était posé la question, comme je vous avais dit dans une des vidéos, voilà, il y en a qui se disent, ah non, je ne veux pas inculquer cette légende à mon enfant parce que c'est mentir, et du coup, l'enfant, après, est insécure parce qu'on lui a menti, et donc il ne nous croira plus, tati tata. Alors, ça, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, je ne juge personne. Avec mon mari, on s'est posé la question parce que il y avait ce truc-là, qui arrivait, hein, la nouveauté du moment, c'était ça, les parents qui refusaient catégoriquement de faire croire à cette légende et aux autres légendes à leurs enfants. Ok. Et on s'est dit, on s'est posé la question, bon après 1 ou 2 minutes c'est vite parti quand même, hein, parce qu'on est quand même assez éveillé, assez égaré, tout ça. Et on s'est dit, nous y avons cru, des millions d'enfants y croient, ensuite c'est de savoir comment on amène les choses. Ça fera partie d'une autre vidéo quand on sera à la période hivernale. Comment, voilà.
Mais en fait, comme tout dans la vie, si vous apportez une chose à l'enfant, si cette chose après, vous savez, va être vouée à être enlevée ou à être démentie ou comprise ou voilà, il faut l'amener tout simplement dans la douceur et la normalité. Et pour faire une parenthèse, en ce qui concerne l'enfance, l'enfance est quelque chose d'extrêmement précieux. Aujourd'hui, tout va extrêmement vite. Les réseaux, etc., tout est accéléré. Les enfants, j'insiste, les enfants ont accès à des contenus qui ne sont pas de leur âge, ont justement accès à des contenus qui ne sont pas de leur âge, mais aussi bien visuels que du côté du vocabulaire, ok, ont accès à des mots, à du vocabulaire, etc., qui n'est pas du tout adapté à leur âge, quelquefois ne comprennent pas, et les contenus peuvent quelquefois heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc moi je suis plutôt team, mais ça c'est mon choix personnel, après chacun fait comme il veut, et on fait après avec ce que les gens ont décidé de faire ou pas dans la vie. Moi, en ce qui me concerne, j'estime que j'ai eu la chance d'avoir une enfance tout à fait lambda. Je ne vais pas employer le mot normal parce que la normalité n'existe pas. La normalité est dans les yeux de qui veut bien la créer, mais une enfance tout à fait lambda avec ses mythes et légendes, avec tout ce qui a fait mon enfance. Et j'estime que ça, ce n'est pas un manque de confiance qu'on donne à ses enfants ou quelque chose qui après va perturber l'enfant parce que le parent ment et du coup ça casse cet état de confiance entre l'enfant et le parent. Pas du tout, pas du tout. C'est une légende qui est là pour émerveiller les enfants. Croyez-moi que les enfants sont loin d'être des abrutis, hein. C'est pas parce qu'on croit à des légendes quand on est jeune. Les enfants savent les choses. Les enfants sont très au courant de ce qu'est la vie, la réelle vie, et ce qui peut être des histoires, des contes, des légendes. Et même si au tout début c'est quelque chose d'ancré, ils y croient, croyez-moi qu'après ça vient de eux. Alors on va exclure aussi les enfants qui apprennent ça de façon assez brutale par un cousin, par un frère, une sœur, un camarade de classe qui aurait vendu la mèche et qui aurait un petit peu cassé le truc avant l'heure. Ça arrive. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut discuter, il faut parler. Quand l'enfant commence à poser des questions, essayer de parler avec lui, voir s'il est apte à entendre ou si c'est juste parce que quelqu'un lui a dit, etc. Mais tout ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse, ce sujet-là concernant mythes et légendes et comment faire, à quel moment, etc. Tout ça pour dire que nous avons pris cette entité hivernale, on m'aura comprise, en guise de motivation. Ça aurait pu être autre, c'est ce qui a été pour ma troisième. Donc pour la première, ça a commencé pour la première, on s'est dit comment faire maintenant, hein? On a été bien con, on l'a mise, donc maintenant comment la retirer? Donc mes enfants ont toujours été dans un cocon sécure affectivement et psychologiquement, mais on s'est dit, malgré tout ça, malgré le fait de beaucoup discuter, de beaucoup parler, d'expliquer que voilà, elles grandissent, elles deviennent de plus en plus grandes, elles ont toujours été grandes, mais elles deviennent de plus en plus grandes, elles passent à step, etc., etc. Moi, j'avais eu cette référence-là, parce que moi, je n'ai jamais eu de tétine petite, et donc je n'avais pas ce modèle, je n'avais pas de modèle autour de moi, etc., etc. Et donc, je m'étais rappelé d'une amie, on va appeler ça comme ça à l'époque, d'une amie que j'avais à l'époque et qui, j'ai su après, parce que bien sûr on s'est perdu de vue, etc., mais j'ai su que pour ses enfants qu'elle avait eu avant moi, elle avait mis cette entité au milieu pour aider à l'arrêt. Et je m'étais dit, bah, c'est vrai, c'est une bonne idée. Alors, moi, je n'avais jamais pensé à cette idée, ni à cette entité à venir au milieu, là. Et effectivement,
j'ai fait un petit peu de, comme d'habitude, hein, j'ai fait un petit peu de recherche, etc. Comment emmener la chose, comment faire et tout. J'avais même repéré un endroit vers la région lyonnaise qui est le chalet du Père Noël. Si j'ai la ref et que ça vous intéresse, je vous le mettrai. Et qui avait en son sein une pièce réservée qui s'appelait, je me rappelle plus le nom exact, mais si vous allez fouiller, ça s'appelle genre la caverne aux tétines ou l'arbre à tétines ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. Et donc les enfants, les jeunes enfants amenés par leurs parents font ce petit stage là-bas, passent et laissent la tétine, la déposent dans cet arbre gigantesque pour un enfant, pour l'entité, etc. Et après, ben voilà, tati tata. Donc j'avais vu ça, donc à cet endroit-là, on a toujours voulu y aller, et puis on n'y est finalement jamais allé. Donc pour la première, on a commencé comme ça. Alors comment on fait maintenant que j'ai fait tout mon laïus psychologique? Mais encore une fois, pour bien vous expliquer, que vous ne vous trompiez pas et que vous compreniez surtout pourquoi à ce point, quelquefois, il est compliqué d'enlever la tétine. Je vous ai tout expliqué. Avant la période hivernale, hein, on commence à parler à notre fille, en l'occurrence la première, on a fait la même chose pour la deuxième. On commence à parler à notre fille du fait qu'elle grandit de plus en plus, qu'elle va passer encore un step supérieur, etc., etc. Et que cette entité, si tu es d'accord ma chérie, toujours, on propose, on n'impose jamais. Parce qu'après, il peut y avoir un effet inverse. Si tu veux, on peut, donc on commence déjà à mettre dans la tête de l'enfant qu'il va y avoir arrêt, ok? Donc toujours pareil, si tu veux, quand l'entité sera là, ben on ira le voir. Donc tu lui blablateras, tu lui développeras ta petite liste, ton parchemin, ton truc, tu lui parleras de ce que tu as donc commandé, etc. Et en même temps, si tu veux, tu lui donneras. Et il sera encore plus content et tu seras fier. Et tati et tata, vous brodez, vous dites ce que vous avez envie de dire. Donc ok, donc au début, l'enfant est très enthousiaste. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure de ma première qui a été très enthousiaste et prête, très prête à l'arrêt de la tétine. Extra prête, ok, pas de problème, on commence. Quand la période hivernale arrive, il y a des petits points de repère pour des clichés photos, tati tata, on comprend, hein, dans des fois les supermarchés, les trucs comme ça, il est là, il va de roue, il est dans les marchés de Christmas, etc. Et donc, on commence à le voir. Ah, bah il est là. Oh, ben on l'a pas sur nous. Dommage. La prochaine fois, est-ce que tu veux tata? Et on commence comme ça tout doucement. Il est là pendant un petit mois quand même, hein, donc on a le temps de laisser mûrir la chose. Donc, ok, une fois, deux fois, trois fois. Pareil, petite astuce aussi, on commence. Ça, c'est si vous voulez être team entité pour vous appuyer sur quelque chose. Comme pour la couche, vous pouvez tout doucement comme ça. Si l'enfant a l'habitude de mettre la tétine, comme je vous ai dit par exemple, quand il tombe, qu'il se fait mal, tout de suite, c'est l'objet de réconfort qu'on vient mettre au bec, etc. Hop, non. Déjà là, on arrête. Quand il y a des substituts comme ça, on arrête les substituts. Quand il y a les moments de sieste, on essaye de l'enlever à la sieste. Mais surtout, le plus gros du truc, c'est comme pour la couche, on l'enlève en journée. Il n'y a plus la journée. Voilà, ça, je n'entends plus parler. Vous achetez une petite boîte, pareil, vous faites un peu le même délire. Vous allez vous acheter une jolie boîte comme vous voulez ou vous la customisez vous. Vous achetez une petite boîte en carton, vous faites colorier l'enfant dessus. Eh ben ça sera la boîte à tétine. Tu la mets, elle est là que la journée. Elle est là pour la journée et tu ne la ressortiras que le soir ou pour la sieste. Sieste, tati tata. Tiens, pour la sieste, si on essayait de l'enlever, hop, on met dans la boîte à tétine. Ne t'inquiète pas, la boîte reste à côté de ta chambre ou alors plus ou moins loin, hein, elle reste dans le salon. On la surveille, elle est là, elle ne s'envolera pas, elle est toujours là. L'enfant vaque, n'en a plus besoin et faites confiance, je vous ai dit, comme je vous dis tout le temps et comme je fais toujours avec mes enfants, faites confiance à vos enfants. L'enfant va vaquer la journée, il va s'en défaire petit à petit. Ensuite, va passer le step de la sieste éventuellement. Si vous n'avez pas besoin d'une entité, etc., vous faites le même step la nuit. C'est exactement comme les couches. On y va step by step, ok? Et si, comme nous, vous prenez
le cas de figure entité hivernale, nous on a fait ça, hein, on a enlevé la journée, on essaie d'enlever pendant la sieste, etc. Et ensuite, pour l'enlever définitivement et qu'elle ne soit plus dans sa petite boîte à tétine, est-ce que tu veux la donner? Est-ce que là tu te sens prête, ma chérie? Ok, bah alors ça sera ce jour-là où on ira faire la photo avec la personne, l'entité en question. Et donc, à ce moment-là, tu lui donneras le truc. Donc à chaque fois, on a filmé, on était là, on était prêts. Mon mari ou moi-même avertissons photographe et entité en question pour dire ce qui va se passer, pour que l'entité en question soit au courant et on fasse des caisses. Donc, ah, c'est super, t'es une grande, et comment tu t'appelles? Ah ben voilà, je la garde. Après, bien évidemment, il vous la rend normalement et vous la mettez où vous voulez, vous la gardez en souvenir, etc. Nous, on la garde en souvenir. Et quand on l'aura ressorti, oh, mais vous l'avez gardée? Eh oui, ma chérie. Eh oui, on est comme ça. Donc, ça, c'est ce step-là. Donc, à la période de Noël, la grande avait... je ne sais plus, elle avait 2 ans et demi, ok. Sa sœur, qui a, pour la période de Noël, à l'année où on voulait le faire arrêter, avait 6 mois de moins que sa sœur. Je vous dis ça, c'est important pour comprendre ensuite. Donc la grande, tout à fait prête, donc très enthousiaste, et enthousiaste jusqu'au bout, jusqu'au dernier geste d'enlever la tétine. Et ça a été fini. Elle était fière, elle se sentait encore plus grande. Elle avait donné à l'entité très importante à ce moment-là dans sa vie. Puis en plus, c'était la période après avec le 24, 25, selon quand vous décidez de donner les gifts, etc., etc. Voilà, c'était l'enthousiasme, la joie, le tout ce qu'on veut. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste. La deuxième petite difficulté. Je vous dis tout comme ça, au moins, vous savez, vous faites pas, comme vous voulez. La deuxième, étant donné que la période hivernale où on voulait le faire avait 6 mois de moins que sa sœur à ce moment-là. Donc la grande, 2 ans et demi, la deuxième, 2 ans pour l'arrêt. Donc au début, pareil, très enthousiaste. Ah oui, ah, je peux faire ça et tout. Oui, oui, oui. Pareil, on fait le truc, la petite boîte à musique, la petite boîte à tétine, tata, les mêmes choses hein, dans la maison, etc. Et après, pendant la période hivernale de décembre, on le voit, tati tata, est-ce que tu es OK, tati, nani, nana. Et j'ai vu l'œil de ma fille, je l'ai vu, mais j'ai fermé ma gueule. J'ai dit, espérons que tu te sois trompée. Et non, je ne me suis pas trompée. Quand elle lui a donné, elle était contente et tout de suite après, elle a compris. Elle a compris que c'était fini. Et j'ai vu son regard et j'ai vu qu'elle n'était pas prête. Il lui manquait quelques mois. Je l'ai compris après. Parce qu'après, la deuxième a bifurqué à sa première année de maternelle. Donc, elle a arrêté. Pareil. Ça s'est passé avec un tout petit peu plus de difficulté. Il a fallu lui parler un peu plus, lui faire un peu plus de câlins le soir pour l'endormir, etc. Mais rien d'alarmant. Bon, je me suis dit, tu as peut-être vu sans voir. Ou tu t'es trompé. Ça arrive, hein. Je ne suis pas encore une fois Dieu le Père. Mais mes filles, généralement, je me loupe assez rarement. Jusqu'à présent, en tout cas. Donc, bon. Le soir, un petit peu plus de câlins, ça tarde un peu plus, bon, ok, ça peut. Et arrivé à la première année de maternelle, donc en petite section, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à se manger la main, comme ça. L'état de succion s'est balancé sur les mains. Alors c'est bien, elle m'a pas fait le pouce ni les autres doigts de la main, ni quoi que ce soit, elle l'a fait sur là, sur le devant de la main. Elle était toujours comme ça, quand ça allait pas. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. J'ai dit, putain, la première, pareil, hein, elle n'est jamais passée après par le pouce ou par les doigts ou par autre chose ou à sucer un petit bout de doudou ou un truc, que dalle. La deuxième, elle m'a fait ça. J'ai dit, putain, je l'ai vu, j'ai vu son regard donnant la sucette à cette entité. Je l'ai vu, le regard. Quand elle lui a donné et qu'il l'a prise et qu'elle a compris que c'était fini.
j'ai vu son petit regard. Et ça me fend le cœur d'en parler parce que ça m'émeut grave, quoi. Parce que ça fait mal au cœur, c'est dur d'être parent, c'est dur. Mais bon, on s'en sort. Voilà, donc j'ai vu son petit regard, tout ça, et ça n'a pas loupé. Première année de maternelle, elle a passé toute la première... non, pas toute, on l'a arrêté avant, on a réussi à l'arrêter avant. Elle a passé une grosse partie de la première année de maternelle. Alors, elle n'a pas fait tout de suite, ça l'a fait au bout de quelques mois, cet état de succion là, sur le dessus de la main. Et quand on a capté ça, on a compris qu'il y avait eu un transfert. Donc heureusement, quand je vous disais dit, c'était pas le pouce ou les doigts ou n'importe quel doigt, ça a été la main. Bon, moi je me suis dit moindre mal, ok. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le dis, si jamais vous avez comme ça un transfert sur un des doigts de la main, sur un petit bout de doudou qui va sucer, mâchouiller, mordouiller comme ça, comme ce que je fais tout le temps, c'est-à-dire parler. Et oui, on l'aura pas compris, non. Je lui ai parlé, ça a été, alors long pour moi, oui, pour elle certainement pas, ou je ne sais pas, mais j'ai trouvé quand même ça long, parce que je me suis dit, putain, là on est passé d'un objet, d'un transfert, etc. Et mon petit bout de chou, à ce moment-là, il lui manquait pas grand-chose. Il lui manquait juste 6 mois, tout simplement. Sauf que 6 mois, après, on était à l'été. Et moi, je voulais qu'il y ait cette entité. Je me suis dit, c'était une bonne chose, c'était une bonne idée. C'était une bonne entité pour enlever le truc. Et non, il aurait fallu que j'attende 6 mois de plus, 2 ans et demi, tout simplement, pour la deuxième. Donc, on parle, on explique. Il y a la première visite chez le dentiste aussi. Le dentiste explique que c'est pas bien de mettre des objets à la bouche, blablabli, blablabla. On fait un petit cours pédagogique sur les dentistes et l'hygiène dentaire, tout ça. On a acheté un livre, bon, parce que la première va être dentiste, hein, je vous le dis. Donc on avait déjà acheté un livre de dentiste, donc on a expliqué, Docto, c'est quoi les séries de ces livres-là? Les Kids Doc, je crois, un truc dans le genre. Série dentiste, parce que la première va être dentiste, la deuxième va être pédiatre, je vous dis comme ça vous savez ma vie, hein, encore plus que plus. La troisième pour l'instant on ne sait pas, ça va être la surprise, mais voilà, comme la première avait envie et a toujours envie d'être dentiste, on avait ce livre là, donc déjà pédagogie avec le référent en question, c'est-à-dire un dentiste. Ensuite, petit bourrage de crâne à la maison sur l'hygiène dentaire, etc. Le mal que ça peut procurer de mettre les stylos à la bouche, de sucer son pouce, de se manger la main. Parce que bon, il n'y avait pas le manger de main dans le livre, hein, mais bon, nous on l'a inclus dedans. Donc voilà, on parle, on explique. Comme je vous le dis tout le temps, expliquez toujours pourquoi. Donc apparemment, on ne l'avait pas assez fait ou c'était trop tôt. Et à force d'explications, à force d'arguments, à force de prouver les choses à notre enfant, d'expliquer. Je n'ai jamais fait, comme je vous ai dit, moi je suis pas team comparatif, etc. Je n'ai pas dit, tiens, regarde ta grande sœur, elle a arrêté, elle est grande et toi pas, il faut que tu fasses comme ta sœur, elle est grande, il faut que tu sois grande comme ta sœur. Pas, ça c'est pas mon délire, je ne fais jamais de comparaison, jamais de comparatif, déjà certainement pas entre elles, ni avec la voisine, etc. Je vous l'avais dit. Donc il a fallu que je me débrouille entre moi et elle, c'est-à-dire entre elle et elle, si vous voulez, pour être plus clair. Donc il a fallu que elle comprenne, et en fait ça s'est fait tout naturellement avec toute la pédagogie, toutes les compétences, toute la psychologie qu'on aura pu mettre, nous les parents, dans cette éducation à l'arrêt de la tétine. Donc pour vous dire que pour la première, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Pour la deuxième, ça s'est bien passé, mais il y a eu un petit pédalage en arrière sur quelques mois de l'année en petite section, et après ça a été fini et ça a été réglé. Elle n'a plus jamais mis la main à la bouche, jamais. Et on n'a jamais, ça aussi c'est un truc les parents, quand vous prenez une décision, même quand vous faites quand vous prenez une petite punition, j'aime pas ce terme, mais comment dire autrement, une petite réprimande d'un truc où vous dites là non, c'est non. Si vous dites non, c'est que c'est non, ok? C'est comme si vous dites si tu continues à gueuler, je te lâche dans la forêt et je t'abandonne. Ben fais le truc jusqu'au bout, hein? Parce que si tu le fais pas, ton enfant il va plus te croire après.
Et tu pourras lui dire tout ce que tu veux, il ne croira jamais. J'emploie des choses très fortes, c'est pour vous imaginer le truc. Si vous dites à votre enfant, non, arrête, par un exemple, tu as trop mangé de bonbons, tu as été à un anniversaire, tu as trop mangé de bonbons, là c'est bon, stop. Ça suffit, c'est stop, ça suffit. C'est pas, oh, un dernier maman. Non, c'est stop. Quand c'est, on s'en va du square, de la fête foraine, de l'endroit, etc. C'est, on n'avertit pas brutalement. On dit, je te laisse 5 minutes, je te préviens. Il te reste en gros 5 minutes. Ils n'ont pas le timing dans la tête, mais en gros, ça veut dire, il te reste encore un petit temps. Tu finalises ton jeu. Tu dis au revoir aux copains, copines avec qui tu t'es fait copain, copine là au moment du jeu. Et ensuite, je viens te chercher. Et quand je viens te chercher, tu sais que je viens te chercher. Mais c'est, je viens te chercher et on s'en va. C'est pas, et je reste, et encore, et Tati, oui, d'accord, on reste, et voilà, parce que sinon, elle va me piquer une crise, et tata. Non. C'est, tu annonces toi, parent, que c'est non ou que c'est oui, mais tu vas jusqu'au bout. Tout ça pour vous dire que quand j'ai arrêté la tétine, malgré le fait que j'ai vu dans les yeux de ma fille qu'il y avait un petit truc qu'elle n'est pas, je n'ai pas fait marche en arrière, je ne lui ai pas reproposé. Parce que là, ça c'est le truc à ne surtout pas faire. Attention, ça aussi les parents, je vous le dis, petite prévention. Si vous arrêtez la tétine, vous l'arrêtez. Il n'y a pas de marche en arrière. Assurez-vous, c'est à vous de vous assurer que l'enfant est prêt, mais ne faites pas marche en arrière. Donc, nous n'avons pas fait marche en arrière. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle était en petite section, passé les 3-4 premiers mois, la main est arrivée. Et donc là, pareil, je n'ai pas réintégré la tétine. La tétine est restée cachée bien sagement, proprement quelque part. Il a fallu expliquer et ensuite enlever ce substitut. Expliquer qu'il n'y a pas de raison d'avoir ça, tout le blabla que je vous ai fait en début. Vous choisissez vos mots, vous choisissez votre vocabulaire, vous choisissez les situations qui vous scieront le mieux, ce que vous voudrez. Moi, j'ai fait avec mes mots à moi, avec la maturité de ma fille, avec ce que je sais. Ça fait très pompeux tout ça. Mais oui, je sais ce qu'il faut dire. Donc, je l'ai fait, mais je l'ai fait à ma manière. C'est-à-dire que même si je sais certaines choses, je l'ai toujours adapté en fonction de mes enfants et de leur personnalité. D'accord ? Donc ça, et ensuite ça s'est arrêté progressivement et tout à fait normalement. Et donc il n'y a pas eu de machine arrière concernant la tétine. Il y a eu une petite machine arrière concernant la main qui s'est très rapidement ensuite atteignée. C'était un petit passage à vide parce que j'ai vu, j'ai senti qu'à ce moment-là, elle n'était pas prête. En plus, après l'arrivée à la petite section, les copains qui ont eux encore des fois leur tétine, pourquoi moi je l'ai pas alors que j'étais pas prête, tout ça, hop, la main, elle a trouvé son substitut. Et ben après, c'était à nous de combler les blancs et de voir là où ça a foiré et de rectifier le tir. Et ça s'est passé tout à fait normalement. Pour la troisième, elle avait donc le même âge que la première parce qu'elles sont nées à 2 mois d'intervalle dans une année, on va dire. Donc, elle avait le même âge que pour la première quand on a voulu arrêter la tétine au moment de l'hiver et de l'entité hivernale. Sauf que la troisième n'a pas fait les choses comme ses deux sœurs, comme pour l'arrêt de la couche. Elle ne l'a pas fait à l'été qui a suivi, elle l'a fait à l'hiver juste avant l'été. Ok ? Et pour la tétine, ça a été exactement la même chose. On a voulu arrêter la tétine à la saison hivernale, entité hivernale, on m'aura comprise. Eh bien, madame, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais plus non plus. Ah ben si, oui. Elle l'a arrêté à quel moment? À Halloween. Elle part bien, elle va partir gothique. Elle a arrêté à Halloween, donc à une saison d'avance, avant qu'on mette en branle tout ça. Alors, avant qu'on mette en branle, oui et non, parce que je vous ai dit, quand on a décidé que ça serait l'année hivernale à laquelle notre enfant arrêterait la tétine, on en parle avant, ce qui fait que fin d'été, début d'automne, on commence à parler et à dire que on va arrêter. Qu'est-ce que tu en dis? Il va y avoir cette entité, est-ce que ça te ferait plaisir de lui laisser tati tata? Oui, peut-être, ok, comment faire? Et elle a tellement bien intégré que quand on l'a arrêté comme ça, comme je vous dis, comme la couche, c'est exactement la même chose. On l'arrête la journée, pendant les siestes, etc. Et la nuit, et elle n'en a plus eu besoin. Elle nous l'a arrêté à la période d'Halloween. Je me rappelle, ça m'avait marqué. Je dis, putain, elle me l'a arrêté à Halloween, quoi.
Mais vraiment, hein, c'était vraiment durant Halloween. Et on s'était dit, mais merde, parce que alors en plus, nous qui sommes très souvenirs et tout ça, on a toujours filmé, pris en photo le moment fatidique où l'enfant donne à cette entité la tétine. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on est un petit peu dans la merde parce que soit on laisse pisser, mais du coup, on n'a pas eu le temps d'immortaliser et puis bon, ben ça après c'est pas grave, c'est à nous de faire avec. Ou alors, est-ce qu'on tente quand même le diable et on lui donne en hiver pour qu'elle donne à l'entité avec le risque que comme elle l'a enlevé à Halloween, elle a intégré l'arrêt de la tétine et du coup de lui remettre dans les mains pour le donner à l'entité, c'était un pari très très fort, hein, très risqué qu'on a pris, mais je vous le dis, on l'a fait parce que on avait envie. Là, on a très mal joué sur le coup, mais pas tant que ça parce ça s'est très bien passé. On se l'est joué extrêmement perso et très égoïste. On voulait avoir le moment où notre enfant lâchait la tétine parce qu'elle l'a fait de manière tellement rapide, naturelle et surtout rapide qu'on n'a pas eu le temps de dire ouf. En fait, avec la troisième, comme pour l'arrêt de la couche, ça a été l'arrêt de la couche, je vous l'ai dit, ça s'est fait en 48, 72 heures, même pas quoi. Et donc l'arrêt de cette tétine, on lui a parlé et juste le fait de parler, de dire oui, ok, d'accord. Pour l'entité, oui, bon, ok, mais bon, ben, moi, je te l'arrête à Halloween. On est resté comme des cons. On s'est dit, putain, mais la troisième, elle y va, quoi. On est prêt, quoi. On est bien, là. Un petit quatrième, là, il serait au top du top. Hein, papa? Donc, voilà. Et on s'est dit, bon, ben, on prend le risque, tant pis. Encore une fois, on va assumer. Là, c'était très égoïste de notre part, je vous l'accorde. On voulait notre moment, on voulait notre souvenir, on voulait notre petit moment caméra, notre petit moment photo avec cette entité. Donc on s'est dit, ben écoute, on le fait, ça passe ou ça casse. Eh ben je vous assure, c'est passé. Alors quand elle l'a eu dans les mains, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Je connais le regard de mes filles, je connais mes filles, je les ressens, elles vivent en moi, le roi lui a envoyé, et elles vivent en moi. C'est tout à fait ça. J'ai vu dans son regard à ce moment-là, comme pour la deuxième, mais c'était pas le même regard, c'était plus le regard, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Ça fait déjà quelques semaines que j'ai arrêté, parce que ouais, Halloween, c'est quoi? C'est fin octobre, donc ça fait ouais, un mois, 2 mois presque que je l'ai arrêté. Qu'est-ce que ça fout là? Dans ma main, hein? Là, on va au chalet prendre la petite photo, qu'est-ce que tu m'emmerdes? En gros, c'était ça l'idée. Qu'est-ce que ça fout là? Est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de la reprendre? Donc, attention, on recadre. Je dis donc, non, c'est pas que on te la redonne pas, c'est juste que tu te rappelles, on avait dit que tu lui donnerais, donc ça serait super. Comme ça, au moins, on l'a plus, on est débarrassé. Et ça va aller dans le souvenir des tétines, dans l'arbre à tétines. On a montré les photos parce qu'on n'est pas allé à cet endroit-là. Ça va aller dans le souvenir de l'arbre à tétines, de l'entité en question, on m'aura comprise. Et donc, elle lui a donné, on a fait notre petite photo souvenir, etc. Donc, bravo, clap, clap. Santa Claus était très content, etc. Nous aussi. Et elle, on était un petit peu, on attendait, vous voyez, on était un petit peu comme ça. On attendait le boom. Vous voyez, on attendait le truc. On s'est dit, vous savez, un petit peu comme dans les films d'action à l'avant-moi le zub, genre on a appuyé sur le mauvais bouton, on attend le boom. Quand est-ce qu'il va arriver, hein? Et puis c'est le genre de truc qui pétarate pas. Et elle a donné sa tétine et ça s'est passé comme une lettre à la poste parce que, alors moi franchement dans ma tête je me suis dit franchement on a joué gros, on a joué avec le feu. Donc alors je vous dirai pas de refaire ou pas, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous envoie les infos, vous en faites ce que vous voulez. Moi personnellement avant de le faire je me suis dit là ma chérie, ma vieille, tu joues avec le feu, c'est ça passe ou ça casse. Mais comme pour tout dans la vie, je vais en assumer les conséquences. J'ai vu le regard de ma fille, j'ai juste compris, j'ai compris qu'elle s'est dit, pourquoi tu me donnes ça? Pourquoi tu me redonnes, pourquoi cet objet refait apparition dans ma vie? C'était juste ça. Donc quand j'ai compris ce regard, et pas le regard, c'était pas le même que la deuxième, et c'était pas encore le même que la première, quand j'ai compris que c'était ce questionnement-là, je lui ai dit, tout de suite j'ai compris, parce que je capte, heureusement que je capte, mais je suis pas la seule, c'est à la portée de tout le monde, d'accord? Je me suis mise à sa hauteur, j'ai dit non, c'est pas pour que tu l'aies, que tu la récupères, c'est pour que tu donnes à l'entité, hein?
Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, oui, machin, donc engouement, tout ça, elle lui a donné, petite photo souvenir, petite vidéo souvenir, voilà, on a fait nos égoïstes, on était très contents. Et après, voilà, on attendait le détonateur, hein, on avait appuyé sur la mèche, et puis c'était un pétard mouillé, tout simplement. On a attendu le soir même, le lendemain, le surlendemain, la semaine, les semaines, et plus jamais rien. Donc voilà, tout ça pour dire que tous les enfants sont différents, quelquefois, on s'y prend à des moments et puis il faut attendre 1 ou 2 mois de plus. Quelquefois, on tape complètement dedans. Quelquefois, on veut dans 3 mois et puis la gosse est prête avant et elle le fait. Voilà, moi, j'en ai eu 3. Je vous ai dit les 3 probas que j'ai eu. La première qui a suivi le schmilblick, impeccable. La deuxième, il lui fallait quelques mois de plus et ça se serait passé comme une lettre à la poste parce que la main, ça lui a fait quelques mois en petite section et ensuite elle l'a arrêté. La deuxième, on voulait le faire à l'hiver, elle l'a arrêté à Halloween. Voilà, je vous ai livré tout en toute transparence, sans faire de chichi et à dire que ma famille est la meilleure et que tout se passe excellemment bien, sans encombre, sans voilà, c'est les licornes et les petites fées. Alors oui, chez moi, c'est les licornes et les petites fées. Non, c'est plutôt les hobbits ici. Mais oui, c'est les licornes et les petites fées, mais je suis aussi honnête quand je vous dis qu'il y a eu des couacs. Voilà, la première, ça s'est passé comme une lettre à la poste. La deuxième, ça s'est passé en avance de ce qu'on avait décidé. Elle était en avance, ok, elle était en avance, elle était précoce là-dessus. Et la deuxième, il y a eu un couac. Voilà, on s'y est pris, alors je dirais pas 6 mois, mais quelques mois de trop en avance, ce qui a fait qu'il y a eu un petit rétro-pédalage. Alors pas à sa dernière année de crèche, parce que toute la crèche, elle a fait sans sa tétine, mais quand elle est revenue à l'école, enfin quand elle est revenue, quand elle est arrivée à l'école en petite section, elle a fait 2-3 mois. Et je vous dis, au 3e, 4e mois, hop, bah, en fait, première période, hein, tout simplement, hop, main qui a commencé. Et ensuite, bah, il a fallu expliquer et ça a été un petit peu plus long. Voilà, il a fallu expliquer, lui montrer, bah, tu vois, tu es en train de te faire une petite gerçure, un petit truc, tati tata. Vous prenez les arguments qui vous siéront le mieux. Moi, j'ai fait avec mon argumentaire à moi, avec ma psychologie à moi, la psychologie de ma fille, la maturité de ma fille à ce moment-là, parce que quand on l'a fait, elle était prête sans être prête. Il lui manquait quelques mois. Voilà, je pense que 2-3 mois auraient été parfaits pour l'arrêt de la tétine. Donc, voilà. Je ne suis pas là à vous dire que tout est beau, tout est rose. Quelquefois, il y a des précoces. Quelquefois, ça se passe au moment où ça doit vous avez décidé que ça se passe. Et quelquefois, il y a un petit rétro-pédalage. Tout ça pour dire que, vous voyez, mes enfants n'ont jamais eu de problématiques, n'ont jamais été dans un schéma insécure ou quoi que ce soit. Il y a eu un petit rétro-pédalage pour la deuxième parce que je l'ai vu dans son regard. Et à ce moment-là, j'aurais dû dire, j'aurais dû, mais j'étais lancée. Et généralement, moi, quand je suis lancée sur quelque chose, je ne fais pas machine arrière. J'essaie toujours d'aller de l'avant parce que des tas de raisons. Donc à ce moment-là, je me suis dit, non ma chérie, putain, dans ma tête, mais en une nanoseconde, hein, je me suis dit, putain, non ma chérie, non, non, on va y arriver, tu vas y arriver ma chérie, ne me fais pas ce petit regard de chien battu, ne fais pas ça. Elle n'a pas pleuré ni rien, hein. Elle lui a donné la tétine, elle était contente et tout, mais j'ai vu. Ça s'est passé en une seconde, elle m'a regardé, elle a regardé l'entité, elle a regardé la chose, elle l'a regardé le mettre dans sa poche, après bon, il lui a refilé à papa, hein, l'entité a redonné la tétine à papa. Mais elle n'a pas vu ça. Mais moi, j'ai vu, j'ai croisé son regard et j'ai compris. Et j'aurais dû, à ce moment-là, dire stop, ma chérie, est-ce que tu veux toujours? Est-ce que voilà? Parce que là, elle avait les parents, elle avait l'entité, eh ben, elle est dans le mood, elle le donne, et puis en même temps, elle est contente. Et puis il y a Christmas qui arrive, les gifts qui arrivent dans pas longtemps, c'est l'effervescence, c'est le mois de l'effervescence pour les enfants, etc. Donc, elle était prise dans le truc. Donc, je me suis dit, peut-être que j'ai mal vu, j'ai mal compris. Et non, j'avais pas mal compris, j'avais bien vu. Mais j'aurais dû. Après, je vais vous dire, il n'y a pas eu mort d'homme. Voilà, il y a eu un rétro-pédalage en petite section qui a duré quelques mois. Ensuite, on remet les choses à plat. On explique. Voilà, vous pouvez prendre comme moi j'ai fait avec la première
le premier rendez-vous dentiste à faire avec les enfants, etc. J'avais demandé au dentiste avant, hein, pas folle la guêpe, j'avais dit voilà, si vous pouviez en toucher un petit mot parce qu'il y a ça, etc. Donc oui, vous inquiétez pas, c'est une docteure, une dentiste qui est très pédagogue, très douce, très tout ce qu'il faut. Elle a expliqué, elle a dit tati tata, ensuite nous à la maison, on reprend le flambeau, toujours pareil, c'est toujours le même support, c'est la parole, c'est la psychologie, c'est l'introduction par l'histoire avec ces Kiddy Doc là, dentistes, c'est tout ça et c'est beaucoup de patience, c'est de se dire il n'y a pas mort d'homme, c'est de se dire ça n'est pas grave, tu as le droit de faire ça, mais sache que ça n'est pas voué à perdurer, qu'il va falloir arrêter tati tata. Donc écoutez, comme d'habitude, je vous ai fait un petit pan psy pour vous expliquer ce qui se passe dans la tête d'un enfant, pourquoi ça peut être plus difficile quelquefois que d'autres, bien comprendre la maturité de son enfant, ni le faire trop tôt ni trop tard, ça c'est les parents, voilà, vous jaugez et vous démerdez, hein, j'ai envie de dire, comme tout le monde. Et il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas péril en la demeure. Tout vient à point à qui sait attendre, j'ai envie de vous dire. Voilà, s'il y a petit rétropédalage, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est que c'était pas le bon moment, l'enfant n'était pas spécialement prêt. Il aurait peut-être fallu 2-3 mois de plus, quelques semaines, on ne sait pas, ça on ne le saura jamais. En attendant, ce que je vous dis, moi ce que j'ai décidé, c'est de ne jamais refaire machine arrière. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, quand j'ai décidé que la tétine était terminée, elle était terminée. Après, c'est tu te retrouves face au tableau, c'est-à-dire ma chérie, tu as pris un substitut encore. Ok, pas de problème, on va faire face, on va expliquer, on va développer et on va beaucoup parler. Et tous les jours, et ça sera un travail de tous les jours, à expliquer, à pas faire un bourrage de crâne, pas dire tu es moins que, ou tu devrais pas, ou c'est pas bien, ou tatati tata, expliquer les conséquences de ce qui est en train de se passer, pourquoi elle n'en a pas besoin, parce que là c'est une envie qu'elle développe et non un besoin. Donc une envie, on sait la différence entre une envie et un besoin ne se contrôle pas, le besoin de se nourrir, de boire pour la survie, etc., besoin primaire, on se leur fait vite fait. Une envie, elle sait se retenir. Une envie, tu as envie d'une poupée, tu as envie d'un truc, tu peux te retenir, d'accord? Tu attends ton anniversaire, tu attends Noël, tu attends ou tu ne l'auras pas parce que papa et maman ou l'entité ou qui vous voudrez ne peut pas, ou que tu en as déjà trop, ou qu'elle n'est pas adaptée à ton âge, ce que vous voulez. Tu apprends la frustration. Donc, ce schéma-là d'envie de trucs, c'est bien d'avoir envie, mais il faut apprendre, comme dit si bien Johnny, donner l'envie d'avoir envie, d'accord? C'est-à-dire arriver à bien dissocier les besoins des envies et arriver à faire en sorte que nos enfants ne soient pas esclaves de leurs envies. Et donc ça en fait partie d'expliquer. Alors là, je vous la fais très scientifique, d'accord, mais vous vous mettez à hauteur d'enfant, vous ne faites pas de ce blabla pompeux et inintéressant pour un enfant. Vous vous mettez à sa hauteur, vous lui expliquez le pourquoi du comment, les conséquences, comme pour tout ce que je vous ai dit là récemment concernant l'école, les couches, etc. Cause-conséquence ou action-conséquence, que vous le mettez comme vous voulez. Voilà. Tu as décidé ça, ok, je comprends, ça peut arriver, c'est normal, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Tu y es arrivé pour la tétine, tu vas y arriver pour ça aussi, ne t'inquiète pas ma chérie. Tatati tatata. Voilà, je pense avoir tout dit. Le maître mot, c'est vraiment exactement, vous prenez ce que je vous ai dit concernant les couches, c'est exactement la même chose. Vous y allez piano. Moi, j'ai pris cet exemple-là d'entité hivernale, parce que de cette copine-là, enfin de cette personne que j'ai connue à un moment donné dans ma vie, que j'ai su faire ça à ses enfants. À l'époque, moi qui n'avais donc plus ma maman, plus personne, et puis personne autour de moi, ni les amis qu'on avait n'avaient pas d'enfants, etc. Je n'avais personne vers qui me tourner pour demander, etc. Donc j'ai fait avec quoi? C'est-à-dire mon savoir et cette idée. Je me suis dit, c'est une idée qui peut être intéressante et à inclure dans la vie d'un enfant. On est dans le monde de l'enfance, cette entité-là, c'est un peu de l'ordre du fantastique, du monde de l'enfance, tout ça. Pourquoi ne pas s'appuyer dessus?
Et si vous ne voulez pas vous servir d'une entité ou de quoi que ce soit, vous faites comme ce que j'ai fait avec mes enfants, sans l'entité à l'appui. C'est-à-dire, vous mettez, vous achetez une petite boîte avec votre enfant ou l'enfant la customise, vous mettez la tétine dedans. Comme pour la couche, vous arrêtez en état de conscience la journée, vous expliquez bien qu'il n'en a pas besoin, que s'il pleure parce qu'il tombe, eh ben c'est pas grave. Quand on tombe, on se relève, ok, tu n'as pas besoin de pleurer pour ça. Oui, ça fait mal, mais tatati, bon, on va pas, là on dévie, on dit reviens. Voilà, expliquer qu'il n'a pas besoin de tétine la journée, que quoi qu'il lui arrive dans la vie, qu'il tombe, qu'il se fasse mal, qu'il ait une frustration quelle qu'il soit, il n'a pas besoin de la tétine. Ensuite, on y va piano avec les siestes et une fois que c'est intégré, les nuitées. C'est exactement comme pour l'arrêt de la couche, tout simplement. Moi, j'ai eu une petite inclusion en plus, c'est-à-dire celle de cette entité hivernale. Mais vous avez vu par exemple que pour la troisième, je n'ai pas eu besoin de cette entité hivernale. Je m'en suis juste servi pour lui expliquer, lui dire voilà, ben, dans quelques temps, il va y avoir lui qui arrive. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça serait bien? Je m'en suis servi, un petit peu comme une histoire. Et la gosse, elle était précoce, donc elle a arrêté avant. C'est-à-dire que comme là, nous, on l'a arrêté la journée, etc., etc., les siestes, la nuit, eh ben pour elle, c'était réglé. Pas besoin d'attendre encore 2 mois de plus en attendant l'entité. C'était fini, c'était réglé. Donc voilà, vous fonctionnez exactement de la même manière. En attendant, ce qu'il faut faire et ne pas perdre de vue, c'est la maturité de l'enfant, le fait qu'il soit prêt. Bien expliquer. Quoi que vous fassiez, ce que je vous disais, quoi que vous fassiez avec votre enfant, quoi que vous introduisiez dans sa vie qui induira un changement, expliquez. Expliquer pourquoi on arrête ça, pourquoi on va là, pourquoi tu dois faire ça, pourquoi, etc., etc. Expliquer. Parce que l'enfant, il ne va pas comprendre. Parce que déjà d'une, c'est nous, parents référents, qui avons imposé la tétine. Pourquoi d'un coup, tu vas me l'enlever? Ça ne veut rien dire. Donc, si ça ne veut rien dire, explication. Voilà, je pense avoir été claire, j'espère. J'ai vulgarisé un petit peu la chose en tout début pour essayer que ce soit compréhensible pour le plus grand nombre, surtout pour la compréhension là, hein, de ce qui se passe dans la tête des enfants, le pourquoi du comment. Et ensuite, mes petits tips qui sont très proches des tips que je vous ai donnés pour l'arrêt des couches. C'est exactement le même processus, le même procédé sur un objet, sur quelque chose de différent, tout simplement. Donc écoutez, si ça vous aura aidé, dites-le moi. Si ça vous aura aidé à moitié et que vous voulez que je développe encore, si par hasard il y aurait quelque chose qui serait passé à l'as ou que vous êtes dans cette phase-là et que vous n'y arrivez pas et qu'il s'est passé un truc et tout et que vous voulez me le dire et que si je peux vous aider, donner des petits trucs en plus, c'est avec très grand plaisir, bien évidemment, que je me mets à votre service pour vous aider. Voilà, tout simplement, j'attends en commentaire tout ce que vous en aurez pensé. Si vous avez fait les mêmes choses que moi, pareil, toujours dans un esprit de communication et d'échange et d'entraide. Les parents qui passeront par là, qui ont les grands enfants ou qui ont les tout pitchouns et avec qui ça s'est passé, etc. Si vous avez des choses à apporter en plus que ce que j'ai dit, pour les parents éventuels qui passeront par là et qui liront les commentaires, si ça peut les aider, mettez tout ça en commentaire. On est là pour s'entraider, évidemment, dans la bienveillance, dans l'échange et dans la communication, évidemment. Donc voilà, pour celles et ceux qui étaient intéressés, j'espère avoir répondu à vos attentes. Dites-le moi, vraiment, ça m'intéresse de le savoir. Si je peux vous aider encore plus, avec grand plaisir. Si j'ai tapé dedans, tant mieux. Dites-moi tout ça et quant à moi, je vous souhaite de bon courage pour cette propreté, pour cet arrêt de tétine, etc. Ne faites pas tout en même temps non plus, ça c'est un petit truc aussi. Ne faites pas tout en même temps, allez-y tranquillou. Prêtez une période pour l'arrêt de la couche et prêtez une période pour l'arrêt de la tétine. Si vous le faites en one shot, que votre enfant est prêt et tout, bien évidemment faites-le. Mais si vous voyez que c'est un petit peu trop pour lui, qu'il est un petit peu en surcharge, faites des petites tranches comme ça, des petites sections, allez-y tranquillou. S'il est prêt, que vous faites du one shot,
vous vous posez pas de questions. C'est pas oh là là, mais non, non, c'est l'enfant qui est aux commandes, ok? S'il est prêt, vous suivez le mouvement. En fait, vous suivez le mouvement de votre enfant, comme je dis toujours. Faites confiance à vos enfants. Faites-vous confiance, mais faites confiance à vos enfants, surtout. C'est le plus important. Comme je vous ai dit, voilà, la deuxième, quand elle m'a fait ce petit regard, c'était à ce moment-là de faire confiance à mes enfants. J'ai compris, vous voyez. Et bon, malgré tout, j'ai essayé. Et puis bon, elle m'a fait un petit rétropédalage, c'était pas grave. Mais ça vous prouve que votre enfant, vous pouvez vous faire confiance. Vous avez vos trucs et astuces, vous avez vos compétences, vous avez votre psychologie, vous avez votre intelligence, vous avez tout ce que vous voulez mis en place pour votre enfant. Mais l'élément principal dans tout ce que vous mettrez en œuvre, c'est votre enfant. Quand vous voyez dans les yeux de votre enfant qu'il n'est pas prêt, n'insistez pas. Bon, sauf si vous sentez que c'est pour le confort, d'accord? Si vous voyez que c'est vraiment, il y a un truc qui ne va pas, voilà, faites confiance à votre enfant, toujours. S'il est précoce, si c'est le bon timing, si c'est encore un peu trop tôt, c'est lui qui vous donnera le tempo. Mot d'ordre, confiance, ensuite les petits tips que je vous ai donnés et normalement, tout devrait bien se passer. De toute façon, tout se passera normalement, même si votre enfant met plus de temps que la voisine à arrêter la tétine, ça n'est pas grave. Il va prendre son temps et de toute façon, il va y arriver parce que vous êtes des super parents et que vous allez y arriver, évidemment. Donc sur ces bonnes paroles, nous allons nous arrêter ici. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.